Bonjour à toutes et à tous, c'est Lifetile, le podcast sur l'actualité Microsoft. Pour cet épisode 217, j'ai avec moi Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir. Meilleurs vœux pour cette année 2022. Eh ben oui, puisqu'on est au mois de janvier. Ben c'est ça, c'est l'occasion de se souhaiter la nouvelle année. Ça va ? Oui, très bien, ouais. Bon. Avec toi Richard, il y a Florian, un petit nouveau. Salut Florian. Salut, bonne année, libéré, délivré, je suis bonne plus année. MVP. Ah, t'es plus MVP, donc t'es plus soumis au NDA, tu peux dire ce que tu veux. Je peux dire la vérité à nouveau. D'accord. Bon, en fait, tu te gênais pas trop pour dire ce que tu pensais quand même. Bon. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous, chers auditeurs, nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Et je crois qu'on va commencer sans plus attendre avec notre première partie, la partie Windows. Alors pour cette première partie, je sais pas si vous avez vu ça, enfin j'imagine Florian que même si t'es plus MVP Insider, t'as dû regarder ça. Microsoft propose aux insiders des nouveautés. Pour l'instant, il y a des nouveautés qui concernent le menu Alt-Tab, vous savez c'est le menu où vous pouvez passer d'une application à l'autre. Jusqu'à présent, quand vous faites Alt-Tab, vous avez l'écran sur Windows 11 qui fait du flou en arrière-plan. Et vous avez le tiers central qui affiche les miniatures de fenêtres. Et là, Microsoft va travailler sur un changement. Donc, cette fenêtre va prendre finalement moins de place sur l'écran. Oui, voilà. La fenêtre c'est en fenêtré en fait maintenant. Plutôt que de flouter l'écran entier, c'est juste une petite fenêtre au milieu de l'écran avec les applications ouvertes. En fait, ça revient très proche de ce qu'il y avait sous Windows 7 et peut-être Windows 8, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'est devenu. Je ne sais plus non plus. C'est passé en plein écran. Ouais. Ils nous font des petits allers-retours entre les différents modes. Après, j'ai testé les deux. Ouais, d'accord. Honnêtement, je m'en fiche. Quand je fais Alt-Tab, je m'en fiche un peu. C'est une petite information. Oui, voilà. Le fonctionnement lui-même, intrinsèquement, la fonctionnalité est toujours là. Quelque chose d'un petit peu plus intéressant peut-être, je sais pas si vous l'avez testé vous en insider, c'est que Microsoft travaille sur l'indexation dans l'explorateur. Donc on devrait avoir des recherches plus rapides et ça c'est vrai que quand moi je fais une recherche sur un disque dur qui fait 3 Tera en local, c'est quand même assez long et fastidieux. Là je sais pas ce que ça donne. Vous avez vu des différences là-dessus sur les recherches dans les disques ? J'ai le droit de parler honnêtement ? Oui. La recherche Windows est toujours aussi merdique qu'elle est depuis qu'ils ont mis la nouvelle recherche UWP il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le bouton, elle plante une fois sur deux. Mais bon, voilà. Ah ouais. Ah moi j'ai zéro plantage, mais bon je suis pas insider. Non mais c'est parce que tu sais, en fait dans l'explorateur de fichiers maintenant, quand on clique sur la petite fenêtre de recherche en haut à droite, c'est une application, elle est plus intégrée à l'explorateur elle-même. Et donc si tu as plusieurs écrans avec des scalings différents, parfois l'explorateur et la fenêtre se rescalent pas au même niveau. Et donc ça débloque. Bon, c'est pas clean. Et également, je trouve que, on sent que derrière, c'est pas la recherche directe dans le dossier, ça recherche via une sorte de base de données qu'il y a derrière. Et je trouve ça un peu étrange. Si tu cherches quelque chose qui est dans un dossier éloigné de l'endroit où t'es, c'est plus rapide. Mais si tu sais que t'es dans le bon dossier déjà, j'ai l'impression que c'est plus lent que ce que c'était avant. D'accord. Mais je pense que... Ouais, mais le principe de l'indexation, c'est de créer une base de données un petit peu, j'imagine, de tout ce que tu as, et d'aller chercher dans la base de données plutôt que de relire les fichiers et le contenu de ton disque dur. Bah oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que donc tu as l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que si tu sais pas du tout où c'était, c'est plus rapide, mais si tu étais déjà au bon endroit et que tu veux juste qu'il cherche dans le petit truc local, mais il cherche quand même dans le monde entier, et finalement tu as l'impression que c'est... Je sais pas si tu te souviens, avant tu tapais les premières lettres, tu avais directement dans l'explorateur tous les fichiers avec ces lettres là tout ce qui correspondait avec maintenant ça fonctionne plus, il cherche dans le monde entier, il t'affiche des résultats un peu et ça je trouve ça un peu, en fait c'est différent, c'est mieux sur certains points, c'est moins bien sur d'autres. Bon bof, c'est un choix, voilà. Bon, Richard, je t'ai coupé, désolé. Non, moi je disais rien. Moi je me souviens juste au moment où il travaillait sur Longhorn, ils avaient voulu justement au niveau des fichiers mettre en place au lieu d'avoir le système de fichiers entre guillemets traditionnel, de carrément le remplacer par une base de données. WinFS. Et puis ça a été abandonné quoi.
C'était un grand projet à l'époque, mais c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'au final, en fait, c'est Google qui a changé ça. Microsoft a essayé d'avoir une base de données qui indexait tous les fichiers depuis très longtemps, et ils se sont rendus compte quand ils ont vu le pouvoir de Google sur le web que c'était peut-être pas la peine, que peut-être on pouvait que la recherche pouvait suffire sans avoir un système de fichiers avec des liens comme ils voulaient faire. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais bon. Il me semble qu'on en a parlé ça dans un M-Story il y a fort longtemps. Oui, et on en parlera à nouveau le jour où j'aurai le temps d'en faire un nouveau. D'accord. On prend note. Voilà. On te prend tous à témoin. Allez, et une autre nouveauté, c'est que Microsoft travaille sur l'amélioration de l'utilisation des appareils Apple tels que les AirPods. Voilà. Bon, je sais pas si ici on est concerné, je pense pas. Ah non, pas du tout. Non. Les AirPods, ok, donc on passe. C'est des oreillettes, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est les oreillettes. Okay. D'accord. Ouais, on préfère les casques. Allez, on continue avec cette fois-ci. Alors, bon, une information qui se note. Windows 11, vous avez vu, est arrivé avec un panneau des widgets qui pour l'instant est limité aux applications Microsoft. Et certaines informations parues chez Windows Latest laissent penser que les widgets vont être ouverts d'ici à la fin de l'année 2022 à des applications tierces. Alors, est-ce que vous trouvez que ça va être une avancée ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir des fonctionnalités intéressantes là-dedans ? Enfin, moi, je suis plutôt assez sceptique par rapport à ça et je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. Je vous retourne la question. Combien de fois vous avez cliqué sur le machin depuis Windows 11 ? Si, moi, de temps en temps pour la météo. Ouais, la météo, ouais. Voilà. Et encore, la météo, maintenant, dans la Insider, ils mettent l'icône des widgets directement la météo. Donc, mais bon, voilà. C'est au-delà de ça... moi, à part la météo et peut-être la tuile photo, que j'aime bien parce qu'elle ressemble un peu à la tuile comme avant. Je dis une tuile encore, pour moi c'est une tuile, je suis désolé, c'est une tuile. Oui. Mais finalement, je me dis, le fait que, en plus, quand tu cliques dessus, ça ouvre même pas l'application, ça va sur Internet. Donc, il n'y a pas du tout d'intérêt, de cohérence là-dedans. Pourquoi tu as une application photo, une application météo, et quand tu cliques, ça va sur la version web, sur le navigateur, plutôt qu'ouvrir l'application qui est installée sur ton PC. Ça a pas de... Il n'y a pas de pilote dans l'avion, l'équipe des widgets, elle se connecte aux versions web, les applications inbox sont faites par une autre équipe, tu comprends pas la logique de tout ça, ça s'imbrique pas les uns dans les autres. Alors moi, il y a une chose, alors peut-être que c'est moi qui m'en occupe comme une bille, mais mon PC, je me connecte avec mon compte outlook.com. Oui. Et j'ai un compte pro également. Et donc j'aimerais par exemple dans les widgets, il y a le widget calendar, j'aimerais avoir mon calendrier pro et pas mon calendrier outlook.com quoi. Et ben c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je te confirme. Parce qu'ils se connectent, les widgets savent se connecter seulement avec le compte Microsoft de ton PC, ce qui est une limitation. Ça vient aussi du fait que c'est pas connecté à l'application, parce que si c'était connecté à l'application, ils trouveraient tous les calendriers qui sont sur ton application. Ouais. C'est bête. Donc, après, tu peux faire des workarounds, hein, tu peux ajouter ton calendrier pro à ton Outlook perso via la version web en faisant une connexion et puis l'afficher là, mais bon, c'est du système D. Hein. Ouais. Oui, on pourrait imaginer quand même quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Ouais. Alors après qu'il y ait que ce soit ouvert aux développeurs, ça on s'y attendait un petit peu parce que tout le monde depuis le début disait c'est un peu scandaleux que Microsoft qui ait le droit de le mettre dedans. Et je pense que comme ils l'ont prototypé, ils l'ont mis en place un petit peu à l'arrache. Donc c'est vrai que ça va s'ouvrir après aux développeurs. Comment est-ce que ça va être ouvert ? Est-ce que ça va être des applications JavaScript qu'il faut mettre ? Est-ce que ça va être comme dans Teams uniquement des frames, des iframes vers des sites web, je sais pas. J'ai quand même une remarque là-dessus, c'est que on se souvient de Windows 8 à Windows 10, il y avait quasiment aucun développeur tiers qui faisait des tuiles sur les menus démarrer, alors qu'ils étaient, je veux dire, au centre de l'OS. C'était des choses que tu voyais 10 fois par jour. Et personne n'en faisait quasiment, à part Microsoft, et même parfois Microsoft ne le faisait même plus pour ses apps à la fin. Alors maintenant que c'est un petit menu caché ailleurs, qui va s'embêter à aller faire ça ? Moi je pense que s'il y avait personne qui voulait le faire tant que c'était dans le menu démarrer, maintenant que c'est un menu caché au fond du trou, je pense qu'il y aura encore moins de volontaires. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous posais la question, moi, si vous voyiez un intérêt à ce menu widget finalement. Si par exemple il permettait d'accéder au Microsoft Graph, là ce serait génial. Pour les entreprises, tu pourrais mettre ce que tu veux à l'intérieur, quoi.
Ouais. Donc, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, ça ? Microsoft Graph, ça permet d'accéder à toutes tes ressources qui sont dans Office, enfin Microsoft 365. Donc ça accède à tous tes emails, ça accède à ton calendrier, ça accède à toutes les informations qui sont sur les sites SharePoint, etc. Les to-do list, enfin vraiment tout ce que tu as à l'intérieur de Microsoft 365. Et donc s'ils ouvrent, comme ils ont ouvert par exemple pour Microsoft Teams, la possibilité de l'utiliser et de l'intégrer à l'intérieur de l'application, c'est vrai que là on pourra avoir quelque chose de vraiment très intéressant au niveau des entreprises, quoi. Au niveau pro, oui. Il est vrai que je crois que sur Teams, maintenant, ce dont tu es en train de parler, c'est qu'il y a des sortes de petites web apps intégrées à Teams, c'est ça ? Oui, tu peux faire ce que tu veux. Et l'avantage, c'est que comme tu es connecté avec Teams, tu n'as pas besoin au sein de ton application de te reconnecter. Ouais. Donc il identifie parfaitement que tu es Richard Clark dans l'Office 365 de C2I, etc. Ça serait donc très logique qu'ils réutilisent les mêmes techniques back-end logiques pour ça. Ce serait même trop logique, j'ai envie de dire. Ouais. Pour Microsoft. Après, Teams, c'est quand même un outil à la base qui est plutôt orienté pro, alors que ce côté widget, il est peut-être plus orienté pour monsieur et madame tout le monde. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre ça dedans. On voit que maintenant, tu as Teams directement à l'accueil quand tu ouvres Windows. Oui, sur Windows 11, tu as une version de Teams. Oui, Teams, mais pas Teams. Voilà, c'est pas Teams qui ne peut pas communiquer avec les comptes pro, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est conversation. Oui, conversation. Merci. Bon, on va continuer pour vous rappeler une petite nouveauté qui est arrivée dans les versions Insider à partir de la version 22.509. C'est le Start Screen. Vous pouvez choisir combien de lignes d'application vont apparaître, 2, 3 ou 4. Tu l'as ça, Florian, toi ? Oui. Et tu as fait des modifications ou tu as laissé le truc par défaut ? J'ai envie de dire 1, 2, 3 lignes, il est toujours aussi nul ce menu démarrer. C'est désolé. Bon, on est d'accord. Je suis désolé, mais c'est pas le problème, c'est juste qu'il est mal foutu. Ouais. Quand je vois mon menu débarré de Windows 10, tu vois, sur mon PC de bureau perso, j'ai pas envie de... Ouais, c'est ça, oui. Finalement, j'ai pas envie de le changer. Je vais rester en 10 dessus pour l'instant. J'ai envie de dire que je préférerais même encore celui de Windows 7, n'importe lequel, que celui-là. Il est... Pour moi, c'est clairement le pire... C'est le pire menu depuis Vista. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon... voilà. Sinon, dans les nouveautés par contre qui arrivent, c'est l'heure qui revient en bas sur tous les écrans, que ce soit l'écran principal ou pas. Et oui, alors il y a l'application... Pardon ? Je l'avais pas vu, ça que l'heure était là maintenant, c'est vrai, je confirme. Oui. Et tu as l'application Start 11 aussi qui arrive. Alors est-ce que quelqu'un connaît cette application ? Oui, je l'ai testé. Alors est-ce que ça restaure bien le menu démarrer comme il faut dans les versions précédentes ? Ouais. C'est quoi ? Tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que je connais pas du tout. Ça, c'est tout simplement une application qui se place au-dessus de ton menu démarrer officiel et qui le remplace par un... En fait, c'est un autre bouton qui se met au-dessus du bouton Windows classique. Ça ouvre un autre menu que ton menu démarrer normal. Donc ils ont créé un faux menu démarrer pour remplacer le menu démarrer officiel. Alors, niveau design, j'ai envie de dire que c'est magnifique. Tu peux choisir un menu à la Windows 10 avec des coins arrondis qui est un peu plus Windows 11-like. Tu peux choisir un menu Windows 7-like avec des coins arrondis qui est un peu plus Windows 11-like. Tu peux choisir le menu à l'ancienne version Windows 8, Windows 10, Windows 7. C'est très bien fait, mais tu sens que c'est pas natif. J'ai tenu 10 minutes avant de le désinstaller. Parce que... Ah oui, d'accord. J'aimais le menu qu'ils affichaient, mais... Tu cliques, moi je sentais que ça s'ouvrait pas vite, enfin ça s'ouvre quand même. Je suis sûr que pour plein de monde, ils trouveraient ça génial, ils s'en rendraient pas compte. Mais moi je passe ma journée à travailler sur Windows, si j'appuie sur la touche Windows, le menu il est là. Et je sentais qu'il était pas là, tu vois, instantanément. Et ça me frustrait énormément et j'ai pas resté dessus en fait. C'était pas assez natif, c'était trop lent pour moi. Mais c'est pas un produit Microsoft Non, c'est un produit tiers. D'accord. En fait, il y avait déjà Start, pour remonter l'histoire, je crois qu'ils ont commencé avec Windows 8. Je crois qu'ils avaient créé un menu Windows 7 pour Windows 8, et puis après, ils se sont mis un peu en spécialiste de créer des anciens menus pour la version actuelle de Windows si tu voulais revenir en arrière. Mais c'est Stardock qui fait ça. Il y en a eu plusieurs, je sais plus quel. Oui, non mais Stardock, c'est eux qui customisent Windows depuis effectivement des années et des années, quoi, qui permettent
Et c'est vrai, pourquoi on parle de ça d'un coup? C'est un truc tiers, ça, c'est vrai que Oui, c'est un truc tiers, mais en été, tu vois, avec le menu démarrer, bon, tu pouvais retrouver un autre menu démarrer plus classique. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est une très bonne idée, mais tu sens quand même que Microsoft a accès à des API internes qui sont beaucoup plus rapides que ce qui est public dans les applications, quoi, je pense. Ce qui, ça, est quand même relativement logique encore. Et également, un autre truc, je me souviens, c'est que de mémoire, ils peuvent pas... Enfin, les UWP, enfin les applications Store, c'est plus UWP maintenant, les applications Store sont complètement séparées dans un menu différent des applications Win32. Donc c'est un peu le bazar aussi à utiliser de mémoire. Enfin, c'est pas encore... c'est pas tu veux mal dire quand sur tu le sais. Start 11 ? Oui, sur le Start 11, oui. D'accord. C'était pas... C'est un bon concept, mais c'est pas encore tout à fait au point. Moi, je dois quand même remercier Microsoft qui, grâce à son menu démarrer de Windows 11, me fait ne plus l'utiliser. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est... Voilà. Avant, tu vois, même là, Windows 10, des fois, j'appuie juste, hop, sur mon bouton Windows, et j'ai mes tuiles encore qui se mettent à jour, parce que j'ai plein de tuiles encore qui utilisent les Lifestyle. Et non, la Windows 11, non, c'est pareil. Oui, et c'est aussi pour ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que les widgets me frustrent, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... C'était tellement bien les tuiles, et ils les ont mis dans la poubelle, là, c'est triste. C'est ça. Ouais, c'est le menu démarrer du Windows 11, il est ni beau ni pratique, ni ergonomique. Oui, puis en plus, moi je trouve donc, aussi... je sais pas ce qu'ils veulent. Rien que d'atteindre le bouton éteindre, je sais que par exemple, ma mère, je lui ai acheté un nouveau PC, elle m'a dit qu'elle n'arrivait plus à éteindre le PC parce que, et qui est ce bouton de démarrer, elle disait qu'il n'y a plus rien pour éteindre parce qu'il est à droite en fait. C'est tout bête, hein, mais il a toujours été à gauche, juste au-dessus. Il a toujours été juste au-dessus. Le bouton arrêter depuis Windows 95, il est juste au-dessus du bouton quand tu cliques. Oui, oui. Ben là, il n'y est plus. Il est sur la droite complètement. Et d'ailleurs, déjà, c'est peut-être plus beau esthétiquement, mais ça fait que c'est de l'autre côté de l'écran en fait. C'est pas. Oui, il y a moins d'ergonomie, je pense. Ah oui. Ils ont visé le côté esthétique et pas le côté... Enfin, esthétique. Un côté esthétique. On se comprend. Bon, bref, on va peut-être quand même pas passer tout l'épisode à parler de ce menu démarrer. Si on parlait d'un petit bug quand même qui est apparu. Oh. Non, alors je sais pas si vous êtes concerné. C'est Windows qui voit un problème de gestion des profils colorimétriques et qui affecte les couleurs et notamment les blancs qui deviennent jaunes voire jaunâtres pour les gens qui possèdent un écran HDR. Donc moi ça va, j'ai pas d'écran HDR, je suis pas impacté. Mais je sais pas vous si vous avez le cas. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai envoyé un screenshot, je sais plus si c'était à vous, en disant que c'est écrit HDR puis c'était tout dégueulasse mon image. Eh ben cherche pas, c'était peut-être ça. Peut-être que c'était ça. Je vous avais envoyé une image, j'ai eu ça pendant un petit moment. C'est vrai que... Et donc Microsoft travaille à la résolution de ce problème et normalement il devrait y avoir une mise à jour d'ici à la fin du mois de janvier. Parfait. Donc Florian, voilà, toi t'es peut-être impacté. Oui, j'ai eu un bug sur le HDR, c'est vrai, après, bon, ça n'a pas changé ma vie, mais oui. Non, mais bon. Ben, nous, en tant qu'utilisateur, j'allais dire lambda, ça passe. Pour un utilisateur qui utilise sa machine pour faire du design, du graphisme, oui, c'est quand même vachement embêtant. Je sais pas, toi Richard, t'as été impacté ? Ah, pas du tout, non. Non, moi j'ai des vieux écrans, donc j'ai pas encore racheté. Pas de soucis, pas de HDR pour toi. Voilà, absolument, ouais. Ok. Bon, Richard, toi par contre, t'avais prévu de nous parler d'un petit outil qui s'enrichit à chaque nouvelle version. Je te laisse le présenter, dire ce qu'il fait, comment on l'installe, ce genre de petites choses. Oui, bah c'est les fameux Power Toys. Vous savez, c'est une série d'utilitaires qui sont développés par une équipe à l'intérieur de Microsoft, mais qui sont pas intégrés à Windows, mais qu'on peut installer en parallèle. Et donc il y a tout un tas de petits utilitaires comme ça qui sont intégrés dans ces Power Toys. Et là ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Always on Top. Donc comme son nom l'indique, ça permet uniquement avec une combinaison de touches de clavier d'obliger une application à être toujours au premier plan. Donc l'exemple typique, c'est vous lancez la calculatrice et puis vous faites Windows CTRL-T et votre calculatrice elle sera toujours au premier plan de votre écran. Et puis vous retapez sur Windows CTRL-T et là elle redevient dans son état normal. Donc ça c'est assez pratique. Moi je sais par exemple quand je travaille que sur un seul écran, que je fais du débugage d'applications, etc. et j'ai une application console qui tourne alors qu'il y a mon application principale qui tourne également, j'aime bien avoir l'application console toujours sous les yeux, donc ça me permet de l'avoir comme ça toujours au premier plan, quoi. D'accord.
Et donc, bon, il y a d'autres utilitaires à l'intérieur des PowerToy. Il y a notamment le fameux Fancy Zone qui permet de déterminer des zones de l'écran et donc de pouvoir placer ces fenêtres à l'intérieur de ces zones. Donc, vous pouvez, mais par exemple... ça a été repris partiellement dans Windows 11 par contre. Oui, absolument. La seule chose, c'est que moi je me disais, maintenant que c'est intégré à Windows 11, UPI, UPU, je vais plus en avoir besoin. Seul problème, c'est que j'utilise Slack, j'utilise Microsoft Teams, et ces deux applications ne sont pas supportées par le positionnement de fenêtrage de Windows 11, donc je retourne avec mon PowerToys et lui, il fonctionne très bien, quoi. Ils ont même mis une option, ils le savent parce qu'ils ont même mis une option pour passer au-dessus en fait. Pour prendre le dessus pour que Fancy Zone passe au-dessus du truc par défaut de Windows 11. Ouais. Et donc, après, il y a d'autres utilitaires. Alors, je ne sais pas si vous les utilisez. Il y en a, là, je les ai listés. Il y en a une Awake, donc qui permet d'empêcher l'ordinateur de se mettre en veille. Color Picker qui permet de choisir une couleur. Il y a des extensions pour l'explorateur de fichiers qui permet de visualiser, vous savez, sur la droite, le contenu des fichiers. Donc, par exemple, pour les fichiers SVG, pour les fichiers Markdown. Ouais. Il y a un utilitaire Image Resizer qui permet de vous sélectionner tout un tas de fichiers images et vous demander est-ce qu'il vous les redimensionne à une taille prédéfinie. Donc, il vous fait ça sous forme de batch. Ensuite, il y en a un dernier qui est assez intéressant, qui est Shortcut Guide. Donc, qui, quand on appuie longuement sur la touche Windows, vous affiche les raccourcis clavier de Windows. Parce que on les connaît pas forcément tous par cœur, donc ça permet d'apprendre un petit peu les raccourcis clavier de Windows. Et enfin une dernière qui s'appelle Video Conf Mute, donc qui permet de couper automatiquement son micro quand on est en conférence. Donc ça évite d'entendre le cri des gamins quand on est en conférence. D'accord. Moi, il y en a une dont tu n'as pas parlé que j'aime beaucoup, c'est le Power Rename. Parce que quand je travaille sur des photos, je fais des séries de photos, je les importe sur ma machine, je vais en éliminer dedans, et donc j'ai des numéros qui se suivent plus. Oui. Et le Power Rename, ça me permet de modifier tous les noms d'un coup et d'avoir des numéros qui sont à la fin du fichier, qui se suivent. Donc pour refaire des séries, je trouve ça assez pratique. Avant, j'utilisais XNView pour ça. Là, ça dépend. Soit je vais utiliser le PowerToy ou je vais garder XNView. Et c'est vrai que c'est un produit qui suit beaucoup et qui est mis à jour très régulièrement. Alors il est toujours en version 0.52, ils n'osent pas le mettre en version 1, ou c'est 0.53, enfin bon, bref, mais c'est quelque chose qui est vraiment stable et qui marche très bien, quoi. Et en plus qui se met à jour automatiquement. Enfin, bon. Oui, parce que je me souviens au début, quand j'ai installé le premier, il n'y avait que 3 outils dedans, et il fallait à chaque fois le désinstaller et le réinstaller. Maintenant, tu peux le mettre à jour, c'est quand même vachement plus simple. C'est même pire, le premier, ils n'avaient même pas intégré .NET Core avec, il fallait l'installer à la main. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Ah ils étaient partis simples, après ils ont amélioré l'outil. Ouais. Voilà. Mais bon, ça c'est un petit outil effectivement qui est pratique. Je crois que c'est Microsoft Garage là qui s'en occupe. Je sais pas encore le garage. Je crois que c'est la communauté parce que c'est des gens. Je crois que le guide, le repos il est ouvert et n'importe qui peut travailler dessus. Oui, c'est sur GitHub. Ok. Ouais. Ah oui, je vois ça, ouais. Ok, merci beaucoup Richard. Et puis je vais quand même te laisser la même parce que toi tu as décidé de nous parler de hardware, mais du hardware qui fait bling bling, je trouve. Oui, alors je suis pas du tout spécialiste de hardware, mais j'ai vu ça comme information. Il y a une nouvelle version de la Go 3 qui est sortie. Donc première nouveauté de cette version, c'est qu'elle est en noir. Bon, ça c'est... pourquoi pas, quoi. Mais surtout, pourquoi pas. Elle intègre le LTE, donc vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur et puis avoir comme ça la connexion en permanente. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est des eSIM. En fait, tu mets pas de carte SIM dedans, c'est des SIM virtuelles que tu mets. Je sais pas, parce que moi j'ai une Surface Pro, je crois 4 qui le supportait, et puis il y a eu toute une période où les Surfaces supportaient plus ce type de fonctionnalité. Donc là ça revient au goût du jour. Donc ils l'ont fait pour la Go 3, ils l'ont fait aussi pour la Surface Pro 8.
Bon, la seule chose, c'est que j'arrive pas à comprendre leur tarification, puisque la Go 3, elle passe de 599 à 759, je crois, euros. Donc, il y a 180 euros d'écart entre la version sans LTE et la version avec LTE. Ouais, mais ils l'ont peint en noir en plus. Voilà, oui, je crois que c'est le coût de la peinture qui est un petit peu cher. Et donc voilà quoi. Mais c'est vrai que ces machines avec le LTE, moi pour pouvoir l'utiliser, c'est vraiment très intéressant quoi. Oui, t'as pas besoin de ton téléphone, un mode partage de connexion à côté, t'es autonome, totalement. Ouais. Mais il faut un forfait qui va avec aussi. Bah bien sûr. Oui. Mais je pense que si tu prends un forfait double SIM, tu peux avoir une SIM sur ton téléphone et la deuxième SIM dans cette machine justement. C'était assez de data. Oui, moi je vais pas citer mon opérateur, mais mon opérateur il m'a proposé gratuitement cette nouvelle carte et puis j'ai les mêmes consommations de data qui sont monstrueuses. Je sais plus, j'ai 180 gigas, enfin bon, c'est monstrueux ce que j'ai comme. D'accord. C'est quoi l'opérateur que tu peux pas citer? Pardon? C'est quoi l'opérateur dont tu peux pas citer? Ça commence par un B. Non, mais dis-nous chez qui tu n'es pas. Ça sera plus simple. Voilà. Je suis pas chez Free. Ouais, bah c'est normal, sinon tu pourras pas t'en servir. Merci beaucoup Richard pour ces sujets et je vous propose de passer à la partie Microsoft. Alors dans cette partie on va commencer avec un brevet qui a été remis à jour par Patently Apple qui parle d'un brevet qui avait été déposé par Microsoft avant la présentation du Surface Duo. Et c'est un brevet qui montre un appareil à 3 écrans et 2 charnières et un appareil qui présente une fois déplié totalement une taille qui est proche un ratio qui est proche du 16/9. Alors sur le brevet, sur les images, si vous allez voir, on voit bien les 3 écrans, mais par contre dessus il n'y a aucune place pour l'appareil photo. Et on peut aussi se demander quelle serait la taille de l'appareil une fois replié, surtout au niveau de son épaisseur, parce que 3 écrans l'un sur l'autre, ça fait quand même épais, je pense. Et on pourrait imaginer que le fait d'avoir 3 écrans, ça permette dans toutes les situations d'avoir au moins un écran qui fonctionne une fois l'appareil refermé. Alors je sais pas si vous avez vu la série Westworld, mais les techniciens là qui s'occupent de remettre en état les personnages du parc utilisent des appareils à double ou à triple écran. Et moi ça me faisait penser à ce genre de choses un petit peu... Ces appareils-là. Donc je sais pas si vous aviez vu cette info et puis ce que vous en pensez en fait. Il y aurait une bordure entre les différents écrans, comme pour le Surface Duo. Sur l'image du brevet, on ne sait pas. Je pense que j'ai peur que oui. Enfin, je pense que oui. Mais je pourrais pas te le garantir, ni l'un ni l'autre. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. C'est vrai que moi ce que je vois c'est que ça permettrait d'avoir un écran toujours visible, déjà une fois replié. Oui. Donc ça ce serait peut-être une bonne chose. Voilà quoi, après c'est vrai qu'au niveau épaisseur on risque de se faire mal aux poches quoi. Ben oui, à moins qu'ils arrivent à miniaturiser suffisamment, mais je me dis la place pour mettre un processeur et tout le reste du refroidissement, c'est quand même assez dingue la place qu'il va leur falloir. Parce que moi j'ai l'image sous les yeux du brevet et j'arrive pas à me rendre compte s'il y a une charnière ou pas. Alors sur certains côtés on dirait que non, mais t'as quand même un trait qui sépare. Je sais pas si c'est le trait juste pour montrer l'axe de pliage ou pas. Ouais. Bon, de toute façon c'est un brevet, on verra ça dans 2-3 ans quoi. Ou pas du tout, parce qu'après le brevet c'est le travail sur une idée et peut-être qu'il y aura rien qui en sortira. Ouais. Là, de toute façon, 2022, ça va être la mode des écrans pliables, pliants, je sais pas comment on dit. Pliables. Ouais. Puisqu'il y a. Ça me semble pas mal. À part Samsung, maintenant, il y a d'autres boîtes là qui se lancent. Ouais, il y a Honor qui en a sorti un récemment, je crois. Ouais. Donc, c'est vrai que... Alors, est-ce que ça va être une tendance générale? Est-ce que ça se vend bien au niveau de Samsung? Je sais pas, j'ai aucune idée. Là, c'est peut-être Cassim qui pourrait nous dire, mais là... Ouais. Mais je t'avoue que quand je vois les prix, je sais pas comment après tu peux te permettre facilement d'acheter ce genre d'appareil, quoi. Ouais. Pour moi, c'est inenvisageable. En tout cas, j'ai pas l'utilité de mettre autant de sous dedans, quoi. Oui, sans appareil photo. Digne de ce nom. En plus.
Bon, Florian, t'as pas parlé, toi, de l'appareil pliable, ça t'intéresse pas, je suis sûr. Absolument pas. Je m'en fous. Voilà. De toute façon, toi, le portable, c'est juste pour envoyer un texto et servir de partage de connexion. Sur mode modem, voilà, tu poses ton téléphone sur ton PC, c'est comme ça que ça marche. Ouais, non mais voilà. Bon. Allez, on va laisser tomber ce brevet et puis on va passer à la suite. C'est une info dont on avait déjà parlé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est Microsoft qui projetait de racheter l'entreprise Nuance, le groupe Nuance qui est spécialisé en reconnaissance vocale. Ils avaient notamment édité le logiciel Dragon Naturally Speaking et puis ils ont travaillé aussi à la création de Siri pour Apple. Et Microsoft avait proposé de racheter donc cette entreprise et ils devaient demander les autorisations à différentes autorités américaines, européennes, australiennes, anglaises, et je crois qu'ils ont tous les accords pour l'instant sauf l'autorisation anglaise qui devrait pas tarder à arriver, et donc ce serait un petit rachat pour quasiment 19,7 milliards de dollars, une paille, deuxième plus gros achat après LinkedIn. Oui. Bon, est-ce que vous voyez un avenir à la reconnaissance vocale chez Microsoft là pour l'instant? Ça manque vraiment, c'est une chose qui est sur Android que je trouve vraiment sympathique et qui est... Google est vraiment en avance là-dessus, je trouve. Par exemple, oui, mais alors, chez Microsoft, ils pourraient s'en servir pour quoi? Je suis un truc tout bête. Il m'est déjà arrivé de regarder une vidéo sur Android, une vidéo qui n'avait pas de sous-titres, justement parce que Google, il y a une option dans Android maintenant qui te génère automatiquement les sous-titres pour la vidéo que tu es en train de regarder, tu vois. Et ça marche plutôt pas mal. Et moi, j'aimerais bien avoir ça sur Windows, tu vois. Que si tu te retrouves avec un truc qui n'a pas de sous-titres intégrés, que l'OS sache aussi écouter et te transcrire ce qui est en train de se passer. D'accord, mais c'est quand même assez spécifique ce que tu proposes là. Oui, mais bon, c'est quelque chose que Google propose depuis un petit moment déjà, donc ce que je veux dire, c'est que ça me paraît pas, ça me paraît assez naturel comme option. Oui, alors après, ce qu'il faut voir, c'est que la traduction instantanée avec une intelligence artificielle, Enco, etc., ils sont revenus un petit peu là-dessus. Si vous prenez l'ensemble des conférences de Microsoft, au début, vous aviez justement une IA qui se chargeait de faire une reconnaissance et donc de mettre les sous-titres en temps réel. Faut voir qu'à la dernière, alors c'était pas la build, c'était comment ça s'appelle ? Ignite, ils ont demandé à des traducteurs qui ont fait la traduction en temps réel, des humains quoi, enfin des vraies personnes quoi, et qui permettaient d'arriver à suivre le débit des conférenciers. Concernant ce rachat là de Nuance, il y a juste une chose. Effectivement, c'est pour la reconnaissance vocale, mais il faut savoir aussi que ils sont très présents dans le milieu médical. Oui. Et je sais pas si vous voyez, si vous avez déjà vu votre médecin en train de dicter le compte rendu de la réunion qu'il a eu avec vous. Et c'est avec leurs produits. Et ils ont une spécialisation dans le milieu médical. Je pense qu'ils ont également une spécialisation dans d'autres milieux. Et je pense que c'est plus ça qui intéresse Microsoft, c'est-à-dire de pouvoir attaquer des marchés sur lesquels ils sont pas forcément présents pour l'instant, quoi. D'accord. Ok, l'occasion de rentrer sur certaines niches plus ou moins grandes. Ouais. Mais après, moi, je reviens à l'utilisation de la partie vocale. Je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt fameux sur Windows? Rappelez-vous de Cortana lorsqu'on pouvait lui parler sur l'ordinateur. Est-ce que vous le faisiez? Non. Richard, non plus. Même Google, ça marche pas. Hein. Même Google, je parle pas. C'est un texte que je lis le texte. Je trouve ça un peu ridicule de parler en public à quelqu'un comme ça. Moi j'avoue, à part dire Google piste suivante quand j'écoute de la musique, c'est le seul truc que je fais. Le seul truc que je fais, c'est le soir quand je me couche, je dis à Alexa de mettre mon alarme. Je pense que c'est le seul truc que je fais. Non, c'est juste changer de piste de musique quand j'ai les mêmes prises. À part ça. Mais après, c'est vrai que dans Star Trek, ils faisaient tout ça, donc peut-être que c'est l'avenir. Ouais, je pense que la société n'est pas encore prête forcément pour toutes les commandes vocales. Enfin bon. Allez, rien de plus là-dessus. C'était un bon épisode de rentrée, on peut passer à la conclusion. Allez, on va passer à la partie 3, la partie jeux vidéo. Mais elle sera courte, je te rassure Florian.
Alors, première nouvelle, une grosse arrivée pour Xbox. C'est une nouvelle, moi, que je trouve assez intéressante, quoique dommage, qu'elle soit pas... Enfin bref, je vais y revenir tout à l'heure. Si vous êtes amateur des jeux vidéo Ubisoft, Assassin's Creed, Rayman, Les Lapins Crétins, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon et d'autres jeux, vous devez savoir que Ubisoft propose déjà depuis un moment son service d'abonnement. De mémoire, c'est 15 ou 16 € par mois pour accéder à tous les jeux, avec les DLC, par contre, ça c'est quand même assez important. Eh bien, Ubisoft va proposer très prochainement son abonnement pour les Xbox. Donc vous allez pouvoir avoir tous les titres Ubisoft et tous les DLC pour si vous vous abonnez au service. Alors, ce que je trouvais dommage, c'est que cet abonnement ne soit pas inclus dans le Game Pass. Forcément, il va falloir le prendre en supplément. Donc ça va vous faire votre Game Pass plus, si vous êtes intéressé, le Ubisoft Plus pour 15 ou 16 € mensuels. Vous, est-ce que ça serait un truc qui vous intéresserait ? Bon, Florian, je suis sûr que non, de toute façon. J'ai quand même une remarque là-dessus, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu le Netflix à nouveau, cette histoire. Parce qu'au début, tout était sur Netflix, et puis finalement, maintenant, il faut à nouveau 15 abonnements différents, parce qu'il y a une série qui est sur ça, une série qui est sur ça, une série qui est sur ça, et ça fait que les gens se remettent à télécharger comme avant. C'est un peu le... moi, je comparais pas ça à Netflix, je comparais ça plutôt à Prime Video, où à l'intérieur de Prime Video, tu vois que tu as toute une série de choses qui sont comprises dans ton abonnement, et puis maintenant t'as les films de OCS, mais si tu veux les voir, il faut payer l'abonnement à OCS, etc. quoi. Donc c'est le rajout de nouveaux produits à l'intérieur qui sont payants à l'intérieur d'une masse qui est gratuite, quoi. Qui est pas gratuite, qui est comprise dans l'abonnement de base. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que c'est quand même pas gratuit. Oui. Mais là, quand même, la news, c'est vraiment que cet abonnement Ubisoft se rajoute sur les Xbox. C'est vraiment ça. Hein. Il n'y a pas de lien direct avec le Game Pass. Hein. Parce que moi, je trouvais dommage. J'aurais bien aimé, j'aurais trouvé ça génial que le Game Pass incluse les jeux Ubisoft. tu te retrouves à 30 € par mois, quoi. Non, si tu prends imagine que tu retrouves les jeux Ubisoft, par exemple, sans les DLC. Tu pourrais les avoir inclus dans le prix du Game Pass. C'est ce que fait EA. L'offre EA Play se retrouve dans le Game Pass pour pas plus cher. Je pense qu'ils ont bien négocié. Là. J'aurais aimé être présent dans les négociations entre Microsoft et Ubisoft. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Allez, venez. Non, on veut pas. non, mais venez quand même. On va voir comment vous arrivez. Autre petite information, alors qui n'est pas grandiose, mais c'est un changement de nom dans l'écosystème jeux vidéo Microsoft. Actuellement, il y a 3 versions du Game Pass. Le Game Pass console, le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate pour console et PC. Pour y voir plus clair, le Game Pass PC va s'appeler dorénavant le PC Game Pass. Voilà, un nom tout simple, mais qui explique clairement à quoi vous avez affaire. Bon, je vous avais dit que c'était pas grand chose, mais au moins on n'aura plus le Xbox Game Pass. Non, on aura le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Ça, c'est marrant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour une fois, c'est logique. Ouais. Et donc ils éloignent à nouveau la marque Xbox du PC. Donc la marque Xbox maintenant, c'est à nouveau seulement la console dans leur truc. Oui. Alors j'y ai pensé aussi, mais d'un autre côté, pour vendre. Alors, je sais pas si vraiment il y a beaucoup de clients qui ne prennent que la version PC. J'aimerais bien savoir les ratios de chacun des abonnements. Bon, je pense que ça on le trouvera pas comme info, mais vraiment je trouverais ça intéressant. Savoir ce qui part le plus. Ouais. Vous n'avez pas d'infos, vous là-dessus, aucune ? Non. Et l'accès au cloud, la version cloud, elle est dans le PC Game Pass ? Alors dans le Ultimate c'est sûr, elle y est. Oui. Le PC Game Pass, je suis pas sûr. Parce que c'est vrai que ça, c'est au niveau du PC, c'est ce qu'il y a de, entre guillemets, de plus intéressant, c'est de pouvoir tester rapidement un jeu, voir si ça vous intéresse, et puis éviter avoir téléchargé les 10 gigaoctets ou 20 gigaoctets de chaque jeu, alors que vous allez les installer 5 minutes après, quoi. Et surtout, éviter d'avoir à acheter une carte graphique à 600 balles pour pouvoir jouer à certains jeux. Quand elle est dispo. Là, tu peux streamer ton jeu tranquillement. J'essaie de trouver de revenir sur la source et de pouvoir te dire si le Game Pass est dedans. Le xCloud, pardon, est dedans. Mais je suis pas sûr. Hein. Mais bon, allez, on va peut-être enchaîner. Et avec la dernière information, Florian, enfin non, l'avant-dernière information,
Peut-être que toi, Richard, tu connaîtras un peu mieux. Là, ça va être partie un petit peu technique. Microsoft veut améliorer l'expérience de ses utilisateurs justement qui jouent sur xCloud. Et pour aider les connexions qui ont des latences qui sont un peu grandes ou qui ont une stabilité de connexion qui n'est pas parfaite, Microsoft va sortir le Clarity Boost sur son navigateur Edge. Donc il vous faut Edge Canary en version minimale en 96, mais bon, si vous êtes à jour, vous êtes déjà en 97 ou 99, je sais plus. 97. Pardon ? 97. D'accord. La version Canary est en 99 et la version normale est en 97. Voilà, mais donc il te faut quand même, je pense, la version Canary, parce que j'ai essayé dimanche sur la version ordinaire et il n'y a pas le Clarity Boost. Donc il faut aller dans les options de votre navigateur, vous pouvez activer ce Clarity Boost et vous vous rendez sur xbox.com/play pour lancer votre jeu. Alors moi j'ai essayé dimanche, j'avais une connexion à disposition qui était un peu meilleure que celle que j'ai d'habitude, et ben j'ai pas réussi à me connecter sur xCloud. Ça a tourné pendant 6-7 minutes, jamais j'ai pu lancer un jeu, j'étais frustré comme c'est pas possible. Voilà. Donc j'attendrai d'avoir la fibre à la maison pour pouvoir jouer à ça d'ici quelques mois, années, on verra bien. Bah, je vais essayer dès qu'on aura fini. Merci. Merci, au revoir. Parce que sur la vie online, les gens disent qu'apparemment ils obtiennent une vraie amélioration quand ils appuient sur quand ils activent ce truc. Alors, je sais pas comment ça marche ni ce que ça fait, mais ils disent que ça prend beaucoup de ressources. Par contre, ça prend beaucoup de ressources ta machine en local, mais que derrière ça vaut le coup. C'est efficace. Tu peux tenir. Ouais. Je sais pas du tout ce qu'ils peuvent activer techniquement pour que j'essaie de trouver pour améliorer ta connexion, quoi. C'est ça qui est bizarre. Info pour comprendre, mais je trouve pas grand chose. Ça not much in ok, je notice. Par contre, ils disent que dans les infos de Microsoft, ils disent que de faire attention quand tu l'actives, ça va bien utiliser ta batterie plus rapidement. Donc oui, ça doit être un truc au niveau local, donc c'est pas sur la connexion elle-même. Mais... Est-ce que ça peut jouer sur la compression des données et donc ça t'en envoie plus ou ça t'en envoie moins? Apparemment, justement, il y a quelqu'un qui dit que ça serait un algorithme qui fait de l'upscaling sur l'image qui arrive que Microsoft a ajouté à Edge. Donc en fait, ouais, d'accord. Comme ça leur permet d'envoyer tu t'envoies l'image en résolution plus faible et il le réupscale en local, quoi. N'empêche qu'au final, ça améliore l'expérience utilisateur et c'est plutôt sympa. Si ton PC peut tenir. Oui. Si ton PC se satellise. En fait, c'est vrai que si t'échanges, en fait, si ta connexion, en fait, c'est une sorte de choix. Ta connexion, tu peux utiliser ça si ta connexion est moins bonne et que t'as un bon PC pour dire sûrement que tu consommes un peu moins de data, mais en échange, tu bouffes un peu plus de CPU local. Donc, intéressant. Ouais. Donc plutôt un point positif à noter. Oui. Et pour terminer, Florian, je vais te présenter les 4 jeux du Live Gold de ce mois-ci, de janvier. Alors moi, ça me fait pas triper. On a Radiant Silvergun, un jeu de Xbox 360 qui est dispo jusqu'au 15 janvier. On a Neurovoider, un jeu Xbox One qui sera dispo tout le mois de janvier. Space Invader Infinity Gen, un jeu qui date de la Xbox 360 qui sera dispo sur la deuxième quinzaine de janvier. Et enfin Aground, qui est un jeu Xbox One dispo également sur la deuxième quinzaine de janvier. Alors on a eu certains mois qui étaient quand même assez superbes l'an dernier. Là, janvier commence petitement, mais bon, peut-être que Microsoft nous réserve des surprises sur les jeux du Live Gold. On verra bien. Vous, il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans? Peut-être un vieux Space Invaders À la limite, si j'avais le choix, je prendrais ça, je sais ce que c'est, moi. Ben, moi aussi. Le bon vieux jeu, mais même la vieille version d'arcade des années 70, je suis preneur, quoi. Ouais, je pense qu'elle a pas besoin de Clarity Boost. Ouais, mais par contre, ce qui manque, je pense, c'est vraiment la machine d'arcade avec le stick, les boutons sur lesquels t'appuies. Je pense que c'est ça. Il y en a qui l'ont fait, hein, ça. Oui, il y en a qui l'ont fait, oui. Je sais, il y en a qui ont ça chez eux, mais bon. Voilà, non, moi j'ai installé Outer Wilds, là, qui est sur le Game Pass, là, qui a l'air fort sympathique. Donc, on va voir. Bon, ben voilà, Florian, Richard, on a terminé la partie Xbox. Vous avez vu, je vous en ai pas mis 3 tonnes non plus. Je savais que t'étais là, Florian, ce soir, et que j'allais pas non plus t'assassiner. Oui. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été là. C'était un petit épisode de rentrée. On se donne rendez-vous normalement. On va essayer d'ici une quinzaine de jours. On va essayer peut-être de reprendre une régularité assez bonne. Oui, après Microsoft, ils n'ont pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'actu. Hein. On n'est pas. T'imagines, quand tu compares il y a 10 ans, on est quand même un peu dans un creux.
Ça dépend des périodes. Là, après, on n'est pas obligé non plus de faire des épisodes de 2 heures, ou on peut faire un épisode de 2 heures sur une petite news, tout simplement. C'est bien, on avait des mangos, des Amber, des Cyan, des trucs. On avait des trucs tout le temps à l'époque. Ça s'arrêtait jamais. Eh ouais, je sais, voir du denim même. Mais bon, ça, c'est une autre époque. Hein. Je crois que Cassim nous a mis une photo il y a quelques jours là sur Twitter où il nous demandait ce qu'on pensait d'une photo avec un Lumia 520 Cyan. J'ai pensé à toi. Mais bon, c'était une autre époque. Mais ils sont tellement sous l'eau dans la mise à jour de Windows 11 que pour l'instant, ils peuvent pas faire autre chose, quoi. Ils ont quand même combien de développeurs qui bossent là-dessus? Ils devraient pas être sous l'eau. À Windows 11, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ouais, c'est un monstre. Et puis, donc, non, mais bon, je suis optimiste. Tout va aller bien. Le Windows 11, c'était bien, mais ça reste quand même j'ai envie de dire Enfin, tu sens que c'est Windows, c'est la puissance de Windows, et le grand défaut de Windows, c'est que tu sais qu'il y a que c'est des couches les unes au-dessus des autres. Et que tu vas retrouver tout ce qui existait déjà. Je donne un exemple tout bête, mais l'explorateur de Windows 11, j'ai eu une mise à jour de driver NVIDIA hier soir quand je restais à mon PC, et ben d'un coup, l'écran il s'est mis à flasher, c'est quand tu as une mise à jour, parce qu'il coupe ton driver graphique, te relance, et mon explorateur Windows 11, il est revenu pendant un petit instant de seconde à celui Windows 10 avec le ruban. Et puis après, avec le skin Windows 2000, c'est la vieille Windows classique. Pouf, une fois que c'est parti, il est dans l'autre sens, il est repassé sur Windows 10, sur Windows 11, tu vois. C'est un peu le... Alors, ce qui veut dire que toutes les interfaces sont encore présentes. Ben, oui, en fait, il y a 3 niveaux, si tu veux, sous Windows. Il y a le niveau de base. Enfin, si là c'est vraiment du détail, mais en réalité, si vous voulez, tout en bas sur Windows, il y a le bureau de Windows 3, qui était un bureau tout vide. Au-dessus, il y a Explorer qui affiche la barre des tâches, tout ça qui se met. C'est une seule application, comme dans Windows 3, qui affiche la barre des tâches et tout le bazar. Et ça le thème par défaut qui est le thème de Windows 95 K2000, vous savez, le thème Windows classique. Oui. Au-dessus, il y a le thème de Aero Basic de Vista, donc avec les fenêtres arrondies de Vista. Et ensuite, il y a le moteur 3D qui tourne au-dessus, qui, lui, remet une couche au-dessus, tu vois. Donc, il y a 3 couches. Il y a la base, il y a la Windows classique, il y a le thème au-dessus de Windows classique non 3D, et il y a le thème 3D au-dessus. Et en fait, le thème non 3D, c'est encore celui de Vista. Et celui encore en dessous en gros, tu as le thème de Windows 2000, le thème de Vista, et le thème de Windows 11 qui sont en couche comme ça, si tu veux, en gros. D'accord. Et c'est pour ça que très régulièrement, tu as des vieux trucs qui ressortent de partout. C'est marrant. Ouais. Mais ils font ça parce qu'ils veulent rien casser la rétrocompatibilité. C'est la puissance et le problème à la fois. Tu m'étonnes. Je pense qu'il y a un moment, ils pourraient se séparer de certaines choses. À chaque fois qu'ils essaient de faire ça, ça finit mal. Regarde, Windows Core OS, c'était Windows RT, ces trucs-là. Dès qu'ils essayent d'enlever le vieux truc et de faire un truc tout neuf, et ben les gens ils en veulent pas parce que ça marche plus que des applications. Ouais, mais pourquoi ils sortiraient pas 2 Windows, un Windows tout neuf, là, qui évolue bien, qui évolue vite, et un vieux Windows Quand ils ont tenté Windows 8 RT et Windows 8 Pro, ça n'a pas été un bon plan, mais bon, on va dire que c'était un peu le... Et c'était le but, hein, Windows Core OS, Windows 10X aussi, c'était 10X, ça j'ai oublié. Non, c'était ça, j'ai oublié comment il s'appelait. Oui, je crois que c'est celui-là. Mais il y en a eu tellement après des versions... Oui, c'était censé être ça aussi. Hein. Mais à chaque fois qu'ils essaient de faire un nouveau Windows sans tout l'historique, pour les gens, Windows, c'est l'historique. Terminons pour ce soir. On en reparlera une prochaine fois, Florian. Oui. Tu mettras ça dans le doc. Hein. Oui. Donc merci Richard, merci Florian. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne semaine, faites attention à vous, et puis on se dit à dans 15 jours pour le prochain épisode, le 218. Salut à vous. Salut. Ciao. Ah putain, vous savez quoi? Non. J'ai Audacity qui vient de planter. Je regarde, moi. J'en suis à 43 minutes 50. Bon, c'est pas grave, je prendrai la fin sur Teams. Merci les enregistrements de secours. Ouais, pas...